position. Donc notre position, elle est assez importante sur tous les aspects. Donc on est conscient que sans avoir une économie forte, sans avoir une administration qu'il faut simplifier, donc des questions un peu de droite ou de la sécurité, de la justice, la société ne peut pas continuer. Mais sans avoir aussi des mesures de gauche, donc c'est-à-dire relever un petit peu le niveau de vie de certaines personnes pour qui c'est très difficile aujourd'hui, d'où la question par exemple du revenu universel et d'autres, bah, pareil, ça va être difficile. Les questions écologiques, je pense que c'est même pas nécessaire d'en parler, effectivement on s'en préoccupe sérieusement, on a des vrais projets. Et puis même pour la question patriotique, si la France ne défend pas ses intérêts tout en respectant les autres, ce n'est pas la Turquie, ni la Russie, ni la Chine ou les États-Unis qui vont défendre les intérêts de la France. Donc il ne faut pas être naïf. Donc voilà, sur toutes ces questions, on se positionne, donc on pourrait dire, si on résume, pas qu'on est ni, mais plutôt qu'on est et de gauche, et de droite, et de centre, et patriote, et de tout. Et avec des mesures fortes. Et c'est parfaitement compatible. Si aujourd'hui ce n'est pas compatible pour certains politiques, c'est tout simplement parce qu'ils sont chacun dans son couloir. Mais qu'est-ce qui empêche, par exemple, je vais aller jusqu'à dans l'extrême, qu'est-ce qui empêche de faire de l'écologie et d'arrêter, par exemple, l'immigration illégale? Il n'y a absolument rien, hein. Les deux choses peuvent se faire parfaitement, il n'y a rien. Pourtant, bah, vous allez voir qu'il y en a une partie de la politique sur la scène actuelle qui va vous parler d'un certain nombre de l'immigration illégale ou même légale, hein. Il y en a qui ne veulent même pas légalement accueillir personne, bref. Et il y en a d'autres qui vont se préoccuper d'écologie, mais ça paraît incompatible, alors que c'est parfaitement compatible. Et pareil avec la justice. Qu'est-ce qui empêche de mettre les délinquants, les criminels en prison et d'être plus ferme et de faire de l'écologie? Rien. Donc vous voyez, donc tout ça pour vous dire qu'effectivement il y a des blocages aujourd'hui dans toute la politique et qu'il faut sortir de ces blocages, mais pas en étant flou comme le président actuel, ni rien de tout, puis un petit peu avec les finances, un peu avec les riches, puis on verra bien ce que ça donne, mais plutôt être et. Donc du coup, être sur tout et y aller. Donc voilà pour cet aspect-là, mais c'est peut-être pas le plus fort de ce que nous on présente, mais le plus important, ça reste l'implication de l'État dans un certain nombre de projets. Ça se fait très peu aujourd'hui dans l'Occident, pour des raisons idéologiques encore une fois, parce que le capitalisme, dès le départ, dans l'idéologie capitaliste, ce sont des acteurs privés qui s'occupent de l'économie. Ce n'est pas à l'État de s'occuper. Et ça a fait ses preuves, ça a marché, notamment dans les cultures protestantes et juives. La richesse, elle est beaucoup meilleure, c'est beaucoup plus facile, ils sont beaucoup plus à l'aise avec ça, c'est une bénédiction dans leur culture, dans leur religion, alors que pour les catholiques ou les orthodoxes, pour les chrétiens un peu, bah on est un peu mal à l'aise avec ça. Donc du coup, l'idée même de s'enrichir, on n'est pas si à l'aise, donc du coup on n'est pas si compétitif dans ce système-là que les Allemands, les pays nordiques ou les Américains. Aux Américains, ça se rajoute le fait qu'ils ont conquis les États-Unis, vous le savez comment, l'arme à la main, en tuant les bisons, les Indiens, et en mettant en esclavage les Noirs. Donc ils ont un esprit plus conquérant que ça. Voilà. Donc déjà, rien que sur ça, nous on était habitués avec le roi, avec Colbert, ou Napoléon, ou avec l'État qui fait des choses, qui s'occupe. On n'a pas un esprit si... Donc il y a déjà ce défaut qu'il faut qu'on en tienne compte, nous les Européens, les Français hein, d'abord, si on parle de la France, et d'autres, même y compris la Russie, hein, si ça piétine. Si la Chine, elle va un peu mieux maintenant, c'est justement parce qu'elle est beaucoup plus stratège. Donc il faut qu'on tienne compte déjà de ça. Il y a eu un autre point, l'État, il a échoué dans l'économie, dans tous les projets communistes, plus ou moins. Mais ça, il a échoué pour des raisons idéologiques et non pas parce qu'il s'est impliqué lui-même. Mais c'est parce qu'encore une fois, les communistes étaient très mal à l'aise avec la richesse. Ils avaient renversé le monde des riches en disant bah, il nous faut juste du pain et de quoi vivre. Et donc, du coup, ils ont créé automatiquement un tissu économique très, très pauvre. Et avec ça, bah, forcément, par rapport aux capitalistes, qu'ils ont développé l'économie dans plein de secteurs, ils étaient en handicap pour eux. Et ensuite, un deuxième point, c'est l'idée de donner du travail à tout prix à tout le monde. Ce qui a fait qu'à un moment donné, dans les années 70, quand il y a eu l'automatisation, dans les pays occidentaux, facilement, ils se sont adaptés et ils ont dit, bah, on laisse automatiser le privé, là où ils pouvaient faire avec 50 personnes au lieu de 500, bah, dans l'Occident, bon, ils ont protesté un peu, les socialistes, ils ont sorti, ils ont manifesté, mais peu à peu, le patron, il a licencié, il a automatisé, puis il a fait la même richesse avec 50 personnes au lieu de 500. Et du coup, les autres, ils ont ouvert d'autres secteurs, du tourisme, de loisirs, des ingénieurs qui ont ouvert d'autres activités, et ainsi de suite. Alors, bah, les communistes n'avaient pas ça, parce que
faire créer de la richesse, ils avaient déjà du mal avec ça. Donc du coup, ils ont bloqué, ils ont dit non, on n'automatise pas plus. Et du coup, une usine qui aurait pu faire toute sa production avec 50 personnes, elle a gardé 500 personnes employées. Et du coup, ils étaient 10 fois plus pauvres que les Occidentaux. Donc voilà, il y a ce problème-là que les communistes, ils ont eu à aller avec, et ils ont allé jusqu'à l'effondrement économique. Après, ils se sont endettés auprès des Occidentaux. Après, pour payer la dette avec une économie si faible, ils se sont ruinés. Et du coup, ça, c'était, si vous voulez, un gage, une preuve de plus dans les années 80-90 pour tous les Occidentaux, pour tous les capitalistes, pour tous les adeptes du capitalisme, pour dire l'État, ça ne va pas. Quand l'État, il s'en mêle, ça ne va pas. Donc voilà pourquoi l'État ne s'en mêle pas et pourquoi même le président actuel qui a compris qu'il faut être stratégique sur certaines choses, il nous a parlé d'un projet de 30 milliards, et c'est même pas 30 milliards sur 10 ans, c'est finalement que 15 milliards d'investissement. C'est rien du tout par rapport aux États-Unis qui font 700 et par rapport à la Chine qui font quelques milliers de milliards d'investissements. Donc c'est rien du tout. Il attend qu'il y a les Elon Musk, les Zuckerberg, les Bill Gates et les Jeff Bezos français qui vont sortir et qui vont faire des entreprises. Sauf que ça ne marche pas comme ça. C'est l'État qui doit s'impliquer. Donc voilà, tout ça pour vous dire que nous, ce qu'on propose, c'est que l'État s'implique dans un certain nombre de secteurs, pas tout ce que vous voyez là aujourd'hui et qui est privé ou qui est d'État, ça va plus ou moins continuer comme ça, mais dans un certain nombre de projets stratégiques pour la France, tout ce qui concerne les hautes technologies, le numérique, l'intelligence artificielle, la robotique, dans un certain nombre pour la transition écologique, les bâtiments intelligents, il va vous parler du générateur d'énergie. Donc, dans un certain nombre de secteurs, l'État doit s'impliquer de manière très importante. Donc, voilà un autre point, un point peut-être le plus, qui nous distingue le plus de tous les autres. Je dis bien de tous, parce que même les plus à gauche ou les plus à droite, ce qu'ils vont vous proposer, c'est de taxer beaucoup plus par-ci ou beaucoup moins par-là. Grosso modo, vous avez ça. Ils jouent sur les lois et les finances, c'est tout. Donc, nous, on dit, l'État, il vient et l'État, c'est un acteur. Et la preuve, c'est qu'en France, ça a marché, et ça va marcher de nouveau, et c'est de ça qu'on a besoin. Si on a en France Airbus, Dassault, SNCF, Ariane et plein d'autres, même les autoroutes, les voitures, tout ça, donc à un moment donné, l'État s'est impliqué. Et on est de nouveau à l'aube de nombreuses nouvelles technologies, dans le numérique, dans l'intelligence artificielle, mais aussi dans la robotique, dans les nanotechnologies, dans les biotechnologies. Donc il y a tellement de choses où c'est que l'État qui peut s'investir aussi parce que c'est à long terme et le bénéfice n'est peut-être pas tout de suite. Donc il faut peut-être attendre 4, 5 ans, 10 ans. Alors que le privé, il veut investir maintenant, mais il veut l'année prochaine ou au plus tard dans 2 ans ou 3 ans, il veut avoir du bénéfice. Et du coup, ça aussi, ça empêche le privé d'investir dans des projets qui sont très importants pour la société française, pour la transition écologique, pour notre économie même, et à long terme. Donc ça empêche les secteurs privés d'y aller. L'État, il ira, et c'est à long terme. Et encore un autre point, si on ne le fait pas, on va s'endetter, comme on est en train de le faire. Là c'était la Covid, mais il y aura autre chose, puis autre chose. On va s'endetter de l'ordre de 1000 milliards sur 10 ans ou 15 ans, parce que c'est ça qu'on veut investir, mais on n'aura pas de retour sur l'investissement. Donc on va s'endetter de manière structurelle comme maintenant. Alors que si on investit, donc on crée des projets, on crée de la richesse, on enclenche une autre dynamique, et là, on sort aussi de déficit structurel. Donc voilà, grosso modo, en bref. Donc c'est ça le point même le plus important. Donc rapidement, juste un autre point que j'aborde, mais très vite, l'Europe. Donc par rapport à l'Europe, nous sommes pour l'Europe, mais pour une Europe qui est au service des citoyens européens. Donc l'Europe, elle a été construite dès le départ pour un marché commun, pour l'économie, pourquoi pas, y compris les échanges, ne soyez pas naïfs, circulation des personnes et tout ça, c'était pour les compétences, pour la main-d'œuvre, c'était pas parce que on est tellement gentil avec l'humain. C'était une construction économique, politico-économique d'abord. Donc il faut que l'Europe se réforme, mais pour être beaucoup plus là pour les intérêts du citoyen européen. Donc c'est ça le point le plus important par rapport à l'Europe. Et un autre point, c'est que si on veut construire l'Europe, là après la question se pose toujours, mais nous on pense qu'il faut la construire, il faut s'en mêler un peu moins des affaires internes de chaque pays, y compris si on n'est pas d'accord avec eux. On va essayer de les convaincre, la Pologne, l'Hongrie ou la France, ou s'ils font des lois que ça ne nous convient pas, qu'on considère qu'elles ne sont pas dans nos valeurs, il faut les convaincre, mais pas les contraindre. Sinon, on casse l'Europe à l'intérieur. On risque de la fracturer. En revanche, il faut qu'on soit plus soudés à l'extérieur, face à l'Australie ou les États-Unis ou la Grande-Bretagne, la France ou la Suède quand elle se fait attaquer par la Chine.
sur l'espace numérique, ou là, il faut qu'on soit beaucoup plus soudés. C'est que comme ça qu'on pourra construire une Europe. C'est déjà une Europe, au service du citoyen européen. 2, une Europe qui laisse un peu plus d'autonomie au pays, un peu comme ça se faisait dans les empires. Hein. Mais moi, je ne suis pas un impérialiste, mais s'ils ont tenu pendant des siècles, c'est parce que les pays, ils étaient beaucoup plus autonomes. Hein. Ils donnaient, ils payaient, ils construisaient une armée commune, mais après, ils étaient beaucoup plus autonomes. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, la loi interne. Donc, une Europe qui laisse beaucoup plus d'autonomie interne et qui est beaucoup plus soudée vers l'extérieur. C'est que comme ça qu'on peut construire. Donc voilà rapidement pour un petit peu l'introduction. Maintenant, je laisse la parole à Andane qui va vous présenter quelques mesures phares du programme. Merci. Merci. Donc bonjour à vous, donc, je suis Andane. Je suis vosgienne, je suis née à Épinal. J'ai un master en bioprotection et microbiologie de l'environnement et je travaille actuellement comme contrôleuse auditrice pour l'agriculture biologique. Donc je souhaite me présenter aux élections présidentielles vraiment pour mettre en œuvre ce programme. C'est pas pour des ambitions personnelles, j'ai jamais souhaité être présidente, mais c'est vraiment parce que mon mari et moi on a travaillé pendant plus de 2 ans sur toutes les problématiques, sur des grands enjeux dont je vais vous parler juste après. Et du coup, une fois qu'on avait finalisé ce programme, on a dit il faut y aller, il faut qu'on le présente aux Français. Donc mon programme, il propose vraiment des solutions concrètes, des projets d'envergure et des vraies perspectives pour la France. Donc il répond de manière pragmatique aux 5 grands enjeux de ce siècle. Donc les 5 grands enjeux, c'est l'éducation, l'économie, la sécurité, l'environnement et la science. Je vais vous les présenter du moins urgent au plus urgent, brièvement, et ensuite je vais passer aux mesures. Je vais vous présenter une dizaine de mesures phares concrètes pour vous montrer un peu ce qu'on propose. Donc, le premier grand enjeu que je vais vous parler, c'est l'éducation. En fait, le système éducatif actuel date du 19e siècle et n'est plus du tout adapté. En fait, nos enfants sont passifs et assis toute la journée à l'école. À l'époque, c'était adapté parce qu'en fait, souvent, les enfants travaillaient en dehors de l'école. Ils travaillaient avec leurs parents, ce qui faisait que quand ils étaient à l'école et qu'ils étaient assis, c'était plus simple pour leur enseigner. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'en dehors de l'école, ils sont tout aussi passifs. En fait, ils sortent de l'école et ils sont sur les smartphones, les jeux vidéo, la télé, et ce qui fait, et on constate, que les enfants sont de moins en moins compétents. Les enquêtes Teams montrent chaque année, évaluent les élèves de niveau CM1 et 4e en sciences sur 46 pays, et en fait, ils nous montrent chaque année à quel point les élèves français ont un niveau de plus en plus bas. Pour vous donner un exemple, en 2019, on était avant-dernier sur les élèves de CM1 en sciences sur 46 pays. Donc c'est vraiment inquiétant, les études le montrent et alertent. Donc nos enfants sont de moins en moins compétents, sont passifs et ne sont pas heureux. Donc ça c'est le premier grand enjeu que je voulais vous présenter. Donc bien sûr, moi je propose une réforme profonde du système éducatif et je vais vous présenter 3 points. Ensuite, le deuxième grand enjeu, qui est un petit peu plus urgent, c'est l'enjeu économique. Donc je tiens juste à rappeler, parce que parfois on entend parler du courant de décroissance. Moi je pense qu'une croissance économique c'est important, déjà pour avoir des salaires décents, et aussi pour financer des systèmes sociaux, système des retraites, système éducatif, de santé, de sécurité, etc. Donc on a besoin d'une croissance économique, on n'a pas le choix. Et en plus, parler de décroissance dans un monde où on est presque 8 milliards, en fait, ça voudrait dire, par exemple, pour se chauffer, qu'est-ce qu'on fait si on arrête de développer des technologies, on va couper tous les bois de cette forêt sur cette planète, et voilà, donc ce modèle ne peut pas tenir. Et ensuite, donc, par rapport aux grands enjeux, on a 3 grands enjeux économiques. Le premier concerne l'échelle individuelle. L'inflation montre que chaque année, on a de moins en moins de pouvoir d'achat. La deuxième échelle, un petit peu plus grande, c'est la désindustrialisation du pays qui a fait qu'on a perdu beaucoup d'emplois. On est beaucoup moins compétitif économiquement. On a un déficit, ce qui fait qu'on importe beaucoup plus que ce qu'on exporte dans le monde. On est beaucoup moins bon dans l'innovation parce qu'on a une lourdeur administrative qui est très présente, qui empêche toutes les innovations françaises et la création d'entreprises. Et ensuite, à une échelle plus grande, à l'échelle du pays, on est dans un endettement structurel constant. C'est-à-dire que chaque année, on dépense plus d'argent pour notre société, pour maintenir les systèmes, comme je disais, éducatifs, de santé, etc., que ce qu'on produit comme richesse. Donc du coup, économiquement, il y a 3 grands enjeux individuels à l'échelle du pays et l'économie même du pays pour le fonctionnement du pays. Donc pour ça, je propose une stratégie totalement nouvelle. Donc comme vous a présenté Dan en introduction,
l'État va s'impliquer lui-même dans des grands projets. Donc pas surtout, hein, le privé va rester majoritaire, mais sur des grands projets scientifiques, technologiques pour réaliser la transition écologique, il faut que l'État mette une impulsion pour créer, comme De Gaulle l'a fait à une époque, des grands projets, parce qu'en fait l'État, il aura le moyen d'avoir l'argent, l'organisation et la stratégie à long terme qu'aucune autre entreprise ne pourra avoir. Donc pour ça, on va créer aussi des ministères scientifiques qui vont pouvoir justement organiser des grands projets scientifiques. Donc ça, c'était le deuxième grand enjeu. Ensuite, il faut donc le troisième grand enjeu, un peu plus urgent encore, c'est l'enjeu de la sécurité. On constate tous ces dernières années l'augmentation de la criminalité, de l'insécurité, du risque terroriste, des violences. Donc, je propose en fait qu'on agisse à tous les niveaux. Déjà auprès des jeunes, avant qu'ils commettent des délits. Très souvent en France, on attend que les jeunes, alors que pourtant les enseignants et les parents savent qu'il y a des problèmes, qui commettent des délits pour se dire ah bah on va commencer à regarder voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de lui, alors que non, en fait très souvent il y a des prémices, des signes avant-coureurs et il faut prendre ces enfants en charge en amont. Ensuite, il faut mettre fin à l'impunité, il faut améliorer le fonctionnement de la justice et réformer le système pénitentiaire. Donc je vais vous présenter quelques mesures juste après. Ensuite, l'enjeu encore plus urgent, c'est l'enjeu environnemental. Donc voilà, vous le savez tous très bien, on entend très bien parler, le dérèglement climatique et ses conséquences, la surexploitation des ressources, la pollution, la baisse de la biodiversité. Donc ma stratégie, c'est vraiment d'utiliser le plein potentiel de la science et de la technologie pour arriver à harmoniser nos activités avec l'environnement. Donc en créant une énergie propre. J'entends souvent les écologistes qui disent maintenant il faut arrêter avec ce rêve de voyage, il ne faut plus voyager, l'avion c'est trop polluant, il ne faut pas mettre ces idées-là en tête aux enfants. Non, moi je ne considère pas ça du tout comme ça. Il faut qu'on mette au point des avions qui ont une énergie totalement décarbonée, à hydrogène, et qu'on puisse voyager partout dans le monde sans polluer. C'est ça pour moi l'avenir, c'est pas de dire il faut qu'on arrête de voyager, ça pollue trop, ça pollue trop. Donc voilà, c'est vraiment se dire trouvons les moyens scientifiques et techniques pour améliorer nos activités, que ce soit les transports, l'énergie, même la santé, améliorer tout pour qu'on puisse harmoniser nos activités avec l'environnement. Donc ça, c'est vraiment l'axe principal, la science et la technologie, vous allez voir dans le reste de ma présentation. Et enfin, l'enjeu, le cinquième, le plus urgent, et malheureusement on en entend très peu parler, c'est l'enjeu de la science et de la technologie, mais dans le contexte géopolitique actuel. En fait, il faut savoir que face aux hyperpuissances comme la Chine et les États-Unis, qui ne cessent d'innover et de générer des technologies de plus en plus puissantes, à un moment donné, si nous, on ne maintient pas notre niveau, on risque totalement de plus être capable et dans la mesure d'arriver à assurer notre propre sécurité. Aujourd'hui, tout passe par des systèmes informatiques numériques, les systèmes financiers, le fonctionnement des pays, le fonctionnement des entreprises, le fonctionnement de l'armée, le fonctionnement du pays, tout passe par les systèmes informatiques et numériques. Et si on ne maintient pas notre niveau suffisamment haut, en fait, il va y avoir de plus en plus d'attaques, de cyberattaques, et on ne pourra plus préserver notre propre sécurité. Donc ça, c'est un point qui est vraiment très important. Et donc voilà, comme je le disais, la science, la recherche et la technologie, c'est vraiment l'axe, le cœur de notre projet. Donc pour réaliser la transition écologique, pour assurer notre sécurité, mais aussi pour la santé, on n'arrivera pas à mieux prévenir et à mimieux soigner les maladies si on n'investit pas massivement dans la recherche et les technologies. Donc pour toutes ces raisons-là, voilà, on va se servir massivement et donc l'État va s'impliquer massivement pour des grands projets d'État dans la science, la recherche, la technologie et l'innovation. Donc voilà pour mon introduction. Donc ces 5 points-là, bien sûr, on pourrait les développer pendant des heures. Il y a beaucoup de débats, on pourrait beaucoup en parler, mais voilà, je le simplifie pour cette présentation. Donc je vais maintenant vous présenter quelques points. Donc par rapport au premier enjeu qui est l'enjeu de l'éducation. Donc la première réforme que je voulais vous présenter, c'est la réforme éducative. Donc je voulais réformer profondément le système éducatif. Donc en fait, comme je vous disais, aujourd'hui, nos jeunes sont passifs à l'école et sont de moins en moins compétents. Et en fait, on se dit, mince, comment ça fonctionne en regardant dans la nature, comment les jeunes mammifères, en fait, ils apprennent. En fait, les jeunes mammifères, ils apprennent en faisant, en expérimentant, en prenant exemple, en étant dans l'action et en imitant.
Je ne sais pas si vous savez, sur les réseaux sociaux en ce moment, il y a beaucoup de vidéos qui circulent. C'est des parents qui expérimentent avec leurs petits qui ont 1 ou 2 ans. Ils leur mettent simultanément devant eux un objet du quotidien, une brosse à dents, un marteau, une fourchette et un jouet à eux. Systématiquement, le bébé va prendre dans sa main l'objet du quotidien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a vu ses parents l'utiliser encore et encore, et il prend les objets du quotidien. Ce n'est pas ses jouets qui l'attirent, c'est les objets du quotidien. Et en fait, cette manière de faire, de vouloir apprendre par l'imitation, elle marche aussi pour les concepts abstraits, comme les mathématiques, l'art ou d'autres concepts abstraits. Par exemple, il y a une méthode de calcul qui s'est développée, c'est la méthode Abacus. Et en fait, c'est une association qui le développe et qui apprend à calculer aux enfants des additions extrêmement complexes. Et en fait, il leur apprend tout au départ à compter avec un boulier devant eux. Et ensuite, les enfants imaginent le boulier dans leur tête. Et en fait, ils arrivent à compter en s'aidant aussi un peu de leurs doigts pour imaginer le boulier, mais des calculs extrêmement complexes en quelques secondes. Donc en fait, pour eux, c'est un jeu. Ils vont l'apprendre de manière ludique en faisant, et du coup, ils vont arriver à acquérir beaucoup plus de compétences. Donc en partant de ce postulat, il y a 3 grands points sur lesquels on va axer la réforme profonde du système éducatif, donc qui concernera de 3 ans jusqu'au lycée, donc de la maternelle au lycée. Donc le premier point, c'est de réintégrer l'apprentissage par la pratique. Donc par la pratique, pour les tout petits, en intégrant beaucoup plus de jeux. En fait, les jeux vont permettre aux enfants de leur apprendre à respecter des règles du jeu, ce qui est déjà important pour les tout petits, de respecter leur tour, d'apprendre à gérer leur frustration, quand ils perdent, c'est pas toujours simple, mais aussi d'apprendre tout simplement la logique, d'apprendre la culture générale en fonction de chaque jeu. Donc ça, il y a une chercheuse qui a écrit beaucoup sur ça, c'est Céline Alvarez, et qui a fait beaucoup d'études très intéressantes où justement elle montre qu'en apprenant aux tout petits des jeux qui arrivent à structurer et aussi à leur apprendre des valeurs, tout simplement, des savoir-être et des valeurs, les enfants arrivent plus tard à apprendre beaucoup mieux. Bien sûr, ça s'inspire aussi du modèle éducatif nordique qui fonctionne très bien. Ensuite, pour les enfants un petit peu plus grands, dès l'âge de 5-6 ans, on va pouvoir intégrer beaucoup plus d'activités pratiques, des activités liées à la nature, des activités scientifiques, des activités de bricolage, mais aussi des activités du quotidien. Au Japon, les jeunes enfants, tous les jeunes vont nettoyer leur sac de classe, ranger leurs chaises, organiser, ranger les jeux, etc. Et en fait, ça en fait aujourd'hui le pays le plus propre du monde. Donc ça aussi, c'est des choses et des valeurs qu'on doit réintégrer chez les plus jeunes dans notre système éducatif. Ensuite, pour les un petit peu plus grands, à partir de 8 ans, 7-8 ans, on va pouvoir intégrer beaucoup plus d'expérimentation. Les expérimentations scientifiques, etc. Pour les plus grands encore, à partir de 10-12 ans, pour intégrer beaucoup plus de moments de création, des temps dédiés pour apprendre par exemple à faire un film, à créer une BD, monter des projets, ce qui leur permet d'apprendre à travailler en groupe et à développer plusieurs compétences pour un même projet. Et enfin, pour les plus grands, à partir de 14 ans, il va falloir intégrer beaucoup plus de débats. En fait, les débats, ça leur permet de favoriser leur ouverture d'esprit et la réflexion. Et ces points-là que je vous parle, c'est des points qui manquent cruellement dans notre système éducatif. Comme je le disais, les enfants sont assis passifs, ils sont en réception de l'information et ne sont pas acteurs de l'information, acteurs pour comprendre et pour apprendre. Le deuxième point que je vais vous parler, c'est d'ouvrir et d'élargir les domaines de connaissances. Aujourd'hui, à l'école, on n'apprend que quelques matières. Bien sûr, il y en a qui sont essentielles et il faut les garder, c'est évident. Mais en fait, en intégrant beaucoup plus de domaines de connaissances, ça va permettre d'attiser la curiosité des petits et de leur faire apprendre beaucoup plus de choses. Pour vous donner un exemple concret, un jeune de 5-6 ans qui est passionné d'astronomie, en étant passionné d'astronomie, il va vouloir très vite apprendre à lire, pour lire des livres d'astronomie. Très vite, il va s'initier à la physique, parce que rien que le fonctionnement sur tout est de la physique en astronomie, aux mathématiques, etc. Ça va lui ouvrir surtout même l'histoire, etc. Donc en fait, quand on laisse l'enfant apprendre via les domaines qu'il aime le plus, ça attise sa curiosité et il va en fait s'ouvrir à plein de domaines de connaissances de manière beaucoup plus facile, de manière beaucoup plus approfondie. Et ensuite, le dernier point, c'est l'apprentissage de valeurs et de savoir-être. C'est très important de rapprendre, surtout aux tout petits, des valeurs de respect, de bienveillance, des valeurs aussi d'organisation, de gestion de sa frustration, etc. Toutes ces valeurs-là, il faut vraiment un temps dédié pour que les petits puissent s'imprégner et leur donner une chance aussi plus tard d'arriver à vivre comme des adultes, d'arriver à vivre à peu près en harmonie ensemble. Donc ça, c'est des choses qu'on va vraiment intégrer dans le système éducatif. Donc l'objectif de ce système éducatif, c'est vraiment d'apprendre par la curiosité,
via les domaines de prédilection pour qu'ils apprennent beaucoup plus de manière plus approfondie, de développer leur créativité et pour qu'ils soient plus compétents et aussi plus heureux. Donc voilà pour la première partie de cette réforme profonde du système éducatif qui concerne donc l'enjeu de l'éducation. Ensuite, je vais vous parler donc d'un deuxième point. On va créer des centres éducatifs de discipline et de respect. Parce qu'en fait, dans le système que je propose, il y a des enfants tout simplement qui ne pourront pas. Parce qu'il y a des enfants qui sont beaucoup trop agressifs et qui empêcheraient en fait l'apprentissage par le jeu, par la curiosité, etc. Et en fait, les enseignants ne sont pas formés pour gérer ces jeunes qui sont très agressifs. Voilà, ce ne sont pas des éducateurs, ce ne sont pas du personnel qui est formé pour gérer ces jeunes. Et comme je le disais en première partie, pour la sécurité, c'est important aussi de prendre en charge ces jeunes avant. Donc il y a souvent des signes avant-coureurs, il y a des systèmes, même peut-être dans leur famille, qui fait que les jeunes ne peuvent pas suivre un cursus normal. Donc pour ça, on va créer des centres éducatifs de discipline et de respect. Donc ces jeunes n'ont pas commis de délit, hein, c'est vraiment en amont. Donc ce qui leur permettra d'être pris en charge par des éducateurs, des enseignants spécialisés, mais aussi des militaires, pour qu'ils aient un cadre, une vraie structure. Souvent, c'est ce qui manque à ces jeunes. Donc, ils apprendront bien évidemment les mêmes enseignements, selon un cadre un peu différent. Ils apprendront aussi du dépassement de soi, de la coopération, de la fraternité. Voilà, ils apprendront des valeurs un peu plus fortes et qui leur permettra d'être plus structurés et d'avoir souvent ce qui leur manque à ces enfants-là, c'est simplement de la sécurité. C'est souvent des enfants qui ont pris le dessus psychologiquement sur leurs parents et ils ont besoin d'un cadre de sécurité dans lequel ils peuvent du coup s'épanouir. Ça paraît paradoxal, mais souvent c'est le cas. Donc voilà, c'est créer vraiment un centre pour les jeunes qui ne peuvent pas suivre le cursus normal. Et ce qui permettra d'agir en amont avant qu'ils commettent des délits et pour éviter qu'ils deviennent des délinquants. Éviter aussi la déscolarisation. Donc ça, c'était le troisième point. Ça permettra aussi, voilà, comme je le disais, d'agir en amont, de lutter contre la délinquance juvénile, si on peut le dire comme ça. Ensuite, le troisième point, ce sera de créer un service civique. Donc après le lycée, c'était vraiment important pour nous, dans notre réflexion, de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec les jeunes pour qu'ils soient vraiment impliqués dans notre pays, qu'ils apprennent plein de domaines de connaissances vitales avant qu'ils commencent leurs études et qu'ils apprennent un peu de pratique. Parce que souvent, d'apprendre de la pratique, ça facilite l'apprentissage théorique par la suite quand c'est des études ou des facultés, des écoles, etc. Donc on a beaucoup réfléchi et on s'est dit que le service civique pour tous les jeunes, ça serait un bon moyen d'apprendre aux jeunes de nouveau des valeurs et des compétences vitales. Donc on l'a structuré de deux manières. Donc la première partie, ce sera en intégrant des formations initiales et générales. Donc il y aura 6 grandes formations en santé, en sécurité, en défense, en droit, sur l'environnement et concernant la science. Donc ce sera à chaque fois dispensé par des infirmiers, des médecins, des pompiers, des scientifiques, des ingénieurs, des militaires, des gendarmes, pour en fait leur apprendre les bases du secourisme, de la défense, du droit, de la sécurité, etc. Donc ça leur permettra donc d'apprendre plein de connaissances. Ça leur permettra aussi de devenir en fait des réservistes si jamais la France est de nouveau confrontée à des crises sanitaires, des crises anthropiques, des catastrophes naturelles. En fait, tous ces jeunes-là auront des bases de connaissances suffisantes pour pouvoir aider la population française à mieux gérer ces crises-là. Et la deuxième partie du service civique, ce sera des stages dans des associations, en entreprise, des stages qui leur permettront en fait d'apprendre au moins un métier en le pratiquant, ce qui leur permettra, comme je le disais, s'ils poursuivent leurs études, d'avoir au moins une expérience pratique, ce qui souvent facilite l'apprentissage théorique. Donc voilà pour les 3 gros points qui concernent l'enjeu de l'éducation. Donc la réforme profonde du système éducatif en mettant en place beaucoup plus de curiosité, d'apprentissage par la pratique. La mise en place de centres éducatifs de discipline et de respect pour les jeunes difficiles, agressifs, qui nécessitent d'un cadre plus strict. Le service civique pour les jeunes après le lycée, pour qu'ils puissent apprendre des compétences vitales, des valeurs et qu'ils puissent être des réservistes et apprendre au moins un métier. Donc voilà pour la partie de l'enjeu de l'éducation. Ensuite, pour l'enjeu de la sécurité, donc l'enjeu de la sécurité, donc le centre éducatif de discipline et de respect, j'aurais pu aussi le mettre là, parce qu'en fait c'est un enjeu de sécurité de prendre en charge les enfants avant qu'ils commettent des délits. Et je dis enfants, mais souvent ce sera les adolescents, je pense. Donc ça c'est un peu le premier point. Ensuite, le deuxième point, ce serait en fait de donner un nouveau cap, une nouvelle direction claire pour la justice. Aujourd'hui, la justice, on voit des aberrations qui à la télé, voilà, qui nous touchent tous énormément. Quand on voit une jeune femme
porter plainte contre son mari pour coup et que son mari ressort et qu'elle est finalement brûlée vive, voilà, ça touche tout le monde et c'est totalement inadmissible. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Donc il y a un problème structurel dans la justice et nous, on l'a identifié comme ça et c'est comme ça qu'on veut le proposer. C'est en fait que la justice soit vraiment là pour protéger réellement la vie des citoyens. Et pour ça, on va séparer en deux les types de peines. Tout ce qui concerne le matériel et l'argent, donc la fraude, les dégradations, etc. Et tout ce qui touche l'humain. Pour tout ce qui concerne le matériel, on pense que c'est beaucoup plus judicieux d'avoir des peines de travail, des peines de remboursement avec des intérêts. Et pour tout ce qui touche l'intégrité de l'humain, là par contre, on doit être beaucoup plus ferme. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra réellement protéger la vie humaine et qu'elle aura vraiment une valeur. C'est en mettant dans les lois une vraie scission législative entre ce qui touche l'humain et ce qui ne touche pas l'humain qu'on pourra arriver à avoir une vraie protection des humains. Donc pour ça, tout ce qui est atteinte psychique ou physique grave donnera lieu à des peines de prison systématiques. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à donner une nouvelle impulsion pour notre sécurité, pour la justice et pour la sécurité de manière générale. Donc voilà pour cette première partie. Le deuxième point que je vais développer, donc c'est en lien avec le premier. Donc pour tout ce qui touche le matériel, donc pour les dégradations de biens, les délits de fuite, les fraudes, les effractions, les vols, si ça donne lieu à des peines de travail, il faut mettre en place des structures. Donc les structures qu'on veut mettre en place, c'est créer des centres d'application pour les peines de travail en liberté et en semi-liberté. Donc il y aura ces centres partout où il y a besoin, donc je pense qu'il y en aura plusieurs par département, et l'objectif c'est vraiment d'organiser et de structurer le travail d'intérêt général. En fait, même quelqu'un comme M. Sarkozy, c'est mal ce qu'il a fait, mais d'être aujourd'hui en prison ou en bracelet électronique, c'est pas quelqu'un de dangereux pour la société. Ce n'est pas quelqu'un qui demain peut aller tuer ou agresser quelqu'un. Donc lui, il mérite bien sûr d'avoir une peine. Il rembourse, il travaille, il rembourse 2, 3, 4 fois. Voilà, c'est normal d'avoir une peine. Mais par contre, d'empiéter sur des bracelets électroniques qui pourraient servir à des hommes qui battent leurs femmes, bah pour moi, ça n'a pas de sens. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment séparer et être cohérent. Aujourd'hui, ce qui touche le matériel, les gens y travaillent. Donc de permettre de mettre en place ces centres d'application pour les peines de travail en liberté et en semi-liberté, ça va être vraiment organisé à l'échelle de la nation, le travail d'intérêt général. Ce sera bon pour l'économie, ce sera bon pour la sécurité. Et puis ce sera bon aussi pour eux, pour les personnes. Parce qu'aujourd'hui, on a des petits délinquants qui vont brûler des poubelles. Et puis les juges, ils hésitent de les mettre en prison. Et je les comprends parce que souvent, ils vont ressortir pire que quand ils sont rentrés. Donc ça ne vaut pas le coup de les mettre en prison. Mais en même temps, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Et du coup, d'avoir cette alternative-là, non. Maintenant, vous allez travailler pour l'État, rembourser, nettoyer, et jusqu'à que même s'il faut des formations pour qu'ils comprennent et pour les rééduquer, etc. Mais voilà, il faut les prendre en charge d'une manière ou d'une autre. Donc voilà pour la partie du travail. Et ça permettra aussi, ça c'est important, de donner un panel d'action plus large pour la justice. Aujourd'hui, la justice, comme je le disais, c'est soit prison, soit rappel à la loi. Aujourd'hui, de pouvoir mettre en place et de généraliser le travail d'intérêt général, de le structurer, le juge aura beaucoup plus de moyens, de possibilités d'agir. Et ça pourra permettre de mettre fin à l'impunité. Ensuite, le troisième point que je vais vous parler sur l'enjeu de la sécurité, c'est de réformer totalement le système pénitentiaire. Donc pour ça, il faut déjà créer beaucoup plus de places de prison. Donc ça, voilà, tous les partis pratiquement le disent, donc nous aussi on le dit, c'est normal. Et ensuite, dans le système pénitentiaire, il faut agir sur différents points. Le premier, il faut mettre beaucoup plus de caméras. Des caméras pour protéger le personnel pénitentiaire, mais aussi les détenus. Ensuite, il faut mettre en place beaucoup plus de formation et d'éducation. En fait, il faut qu'ils aient la possibilité de se former, mais aussi d'avoir des thérapies de soins pour essayer de les améliorer, d'ouvrir leur esprit et qu'ils soient plus empathiques et qu'ils ressortent mieux, qu'ils aient une réelle chance de mieux réintégrer la société qu'avant qu'ils ne rentrent. Il faut aussi séparer les détenus selon leur profil psychique. Il ne faut pas qu'on mette quelqu'un qui a agressé une mamie dans les mêmes locaux qu'un terroriste islamiste ou un pédophile récidiviste. Donc c'est important aussi d'avoir des séparations selon les profils psychiques pour éviter ce genre de choses, éviter les embrigadements ou d'autres choses. Et enfin, le dernier point qui est essentiel, c'est de généraliser le travail dans les prisons. Tous les détenus doivent travailler. Il faut que les prisons deviennent rentables économiquement. Tout le monde travaille, les détenus doivent aussi travailler.
Et aujourd'hui, on ne l'entend pas et pourtant ça coule de source. Pourquoi les détenus ne travaillent pas? Alors oui, ils vont donner un peu d'aide à la cantine, ils vont donner un peu d'aide pour l'administration, des choses comme ça. Mais il faut vraiment que les prisons deviennent rentables. Les prisons coûtent très cher aujourd'hui et il y a des vrais moyens de le mettre. Donc ce qu'on propose, nous, c'est de mettre en place des grands centres de recyclage pour que, les centres de recyclage surtout pour tout le matériel électronique. Aujourd'hui, on n'a pas de technologie suffisamment performante pour arriver à séparer les différents composants du matériel électronique. Donc du coup, les faire travailler dans des centres de recyclage, ce qui permettra de générer de la matière première pour nos propres industries, et aussi les faire travailler dans du maraîchage en agriculture biologique. Le travail du sol souvent aide les hommes à se structurer, les hommes avec un grand H, bien sûr, les hommes et les femmes qui sont les détenus. Et donc du coup, ça pourrait aussi leur permettre d'alimenter leur propre restauration collective et pourquoi pas la restauration collective de l'hôpital ou de l'école d'à côté. Donc voilà les points pour la réforme du système pénitentiaire. Donc mettre en place des caméras, plus de places de prison, séparer les détenus selon leur profil psychique et mettre en place et généraliser le travail de tous les détenus dans les prisons. Voilà pour le système pénitentiaire. Donc c'était les 3 points que je voulais vous parler sur l'enjeu de la sécurité. Donc comme je vous disais, donc les jeunes avant qu'ils commettent des délits avec les centres éducatifs, de mettre en place, de séparer, avoir une vraie scission législative entre ce qui concerne les peines qui concernent le matériel, l'argent et ce qui concerne l'humain pour réellement protéger la vie humaine. Ensuite, créer des centres d'application pour les peines de travail en liberté et en semi-liberté pour généraliser et mieux organiser le travail d'intérêt général et réformer le système pénitentiaire. J'ai encore plein d'autres mesures, mais je me suis limitée à celle-là pour vous les présenter. Ensuite, je vais vous parler de l'enjeu économique. En fait, l'enjeu économique, je ne veux pas le dissocier de l'enjeu écologique. En fait, tout ce qu'on va pouvoir créer comme grand projet économique, ce sera forcément lié à la transition écologique. L'un ne va pas sans l'autre. Donc le premier point, c'est de viser l'objectif 100% recyclé en France. En fait, il faut savoir qu'on veut tous réindustrialiser et c'est une très bonne chose, mais on a besoin de matières premières pour ça. Et la France n'est pas un pays minier, on n'a pas suffisamment de matières premières et de ressources, et souvent donc on l'importe, et les conditions dans lesquelles sont exploitées pour l'environnement c'est une catastrophe, et pour les humains qui exploitent c'est souvent aussi une catastrophe. Alors qu'en fait, tout peut être recyclé et tout doit être recyclé. En fait, nos matières premières, on les trouve tout simplement dans nos déchets qu'on a tout autour de nous, nos appareils électroménagers, même les trains. Il y a un reportage qui est passé il n'y a pas longtemps. Il faut qu'on recycle absolument tout pour générer notre matière première pour nos industries. Ce sera vraiment très bien pour l'écologie, très bon aussi pour notre réindustrialisation, pour les circuits courts. Ça va aussi développer des secteurs économiques, des nouveaux savoir-faire, de la recherche, de l'innovation. Donc c'est important d'avoir une économie circulaire. Et encore une fois, si l'État ne s'y met pas, en fait, il y aura peut-être des petites entreprises qui vont émerger par-ci par-là, mais ce sera jamais aussi bien organisé que si l'État le développe à l'échelle du pays. Donc voilà, quand on disait que l'État doit s'impliquer pour des grands projets d'envergure, ça c'en est un concrètement. Le 100% recyclé, les grands centres de recyclage, ce sera demain nos mines. Les mines, toutes les matières premières pourront sortir de ces centres de recyclage. Et donc pour ça, on a besoin que l'État investisse, organise, fasse la recherche, parce que c'est possible que le retour sur investissement ne se fasse pas l'année d'après ou dans 2 ans, mais peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans. Donc voilà, ça c'est un des grands projets dans lesquels on pense que c'est à l'État de s'investir. Le deuxième point que je vais vous parler, c'est de créer des centres de distribution et de collecte locaux. En fait, ces centres, encore une fois, on pense que c'est à l'État de le mettre en place, donc ça n'empêche en rien qu'il y ait des magasins privés, on ne touchera absolument rien au privé, mais en fait de mettre des centres d'État, ça va permettre en fait de beaucoup mieux organiser l'économie locale. Aujourd'hui, vous le savez, les producteurs sont payés vraiment une infime partie par rapport au prix que nous on achète les produits. Pour vous donner un exemple, pour le lait, le litre de lait, les agriculteurs, les producteurs le revendent entre 30 et 35 centimes. Nous, on va acheter la bouteille 1 euro. Donc, en fait, la marge, ce sont les coopératives, un petit peu les transporteurs et les grandes distributions. Voilà, donc ça, tout le monde le sait, mais personne ne sait comment y remédier. Comment faire pour que nos agriculteurs ils aient vraiment une vraie rémunération? Je les vois tous les jours. Tous les jours, ils me disent, on ne souhaite qu'une seule chose, c'est pouvoir vivre de notre métier. On ne veut pas de subventions, on ne veut pas être concurrencé par l'étranger qui travaille dans des conditions ignobles, on veut juste pouvoir vivre de notre métier.
pouvoir se faire un salaire décent à la fin du mois. Aujourd'hui, c'est strictement impossible parce qu'en fait, les grands groupes, les coopératives et les grandes distributions ont une telle emprise. En fait, ils peuvent pas, il n'y a pas de... Un petit peu, effectivement, hein, les circuits courts commencent à se développer un petit peu, les magasins de producteurs, etc. Mais encore une fois, on voit que c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faudrait qu'un acteur très puissant, nous on pense que c'est l'État, mette en place dans toutes les communautés de communes des centres, donc des magasins d'État, on pourrait dire des magasins qui appartiennent aux Français en tout cas, pour récupérer, collecter les productions générées par les producteurs, le lait, le fromage, les céréales, les légumes, etc. Et pour pouvoir bien sûr mieux les rémunérer. Si c'est d'État, l'État il n'a pas besoin de s'en mettre plein les poches, il a juste besoin d'avoir le bénéfice pour faire fonctionner le magasin et c'est tout. Donc une bouteille de lait, 1 litre de lait, il pourrait facilement être acheté 60-70 centimes au producteur. S'il vient le livrer, l'objectif c'est vraiment de le développer dans toutes les communautés de communes, de largement venir le livrer. Du coup, il n'y a pas de coût de transport, pas de CO2. Le magasin peut lui acheter au moins 60 centimes, 70 centimes. Lui, il double littéralement son revenu pour avoir au moins un salaire décent. Aujourd'hui, ils sont vraiment à des salaires voilà, catastrophiques. Et nous, ça nous permettrait d'avoir des structures dans lesquelles on sait qu'on achète. Et là, les producteurs vont être vraiment bien correctement rémunérés. Donc ça va être bon pour l'économie locale. Encore une fois, si l'État s'y met, ça va permettre de générer à grande échelle et d'avoir une vraie concurrence aux grandes distributions. Parce qu'aujourd'hui, ces petits magasins de producteurs qui se développent, parfois c'est privé, ils se prennent aussi beaucoup de marge. C'est pas toujours si bien fait, bien développé et si intéressant pour les producteurs. Donc voilà, ces centres vont pouvoir aussi permettre de mettre en relation les producteurs. J'ai beaucoup de producteurs qui vont être production végétale, qui vont produire des céréales et qui vont aussi produire beaucoup de luzerne. Ils intègrent dans le bio de plus en plus de luzerne. Et en fait, la luzerne, eux, pour les producteurs qui n'ont pas d'animaux, ils savent pas trop comment le valoriser. Aujourd'hui, il n'y a pas de coopérative qui récupère la luzerne comme dans d'autres régions. Donc du coup, ils se retrouvent avec un peu de la luzerne bio sur le dos sans savoir trop quoi en faire. Et à côté, 10 km plus loin, je vais avoir un producteur laitier avec des vaches laitières. Je dis, mince, cette année, j'ai eu plus de mal à faire du foin. Il me faudrait vraiment de la luzerne, j'en trouve pas. Mais c'est quand même incroyable. En fait, il n'y a pas de structure qui nous permet de mettre en lien nos différents producteurs. Et on dit, mais attends, mais toi, tu as besoin de ça, lui, il en vend, etc. Donc, ces centres-là vont permettre aussi de mettre en relation les différents producteurs locaux. Autre point, ces centres qu'on aimerait mettre en place, il faudrait qu'ils aient un pôle de transformation. Aujourd'hui, le gaspillage, c'est une source colossale de ce qu'on produit. Too Good To Go, c'est une application qui met en place justement pour éviter le gaspillage, la possibilité d'aller récupérer dans les restaurants, dans les magasins, etc., des invendus. Et eux, ils estiment à pratiquement 1/3 de gaspillage alimentaire. C'est vraiment une catastrophe. Et de nouveau, le fait que l'État puisse s'impliquer, ça permettrait en fait d'organiser encore une fois à une grande échelle et de mieux mettre en relation les différents acteurs pour qu'on évite au maximum le gaspillage. Et donc pour ça, à côté de ces centres de collecte et de distribution, mettre en place aussi des pôles de transformation pour qu'il y ait des transformations soupe, jus, conserve, etc. pour qu'on limite le plus possible le gaspillage. Même si c'est du pain, ça peut très bien être broyé et redonné à des poules, peu importe. Mais il faut absolument qu'on mette en place des filières pour éviter à tout prix le gaspillage. Et aussi, la dernière chose que j'aimerais qu'on mette dans ces pôles, qui seraient mis en place dans les communautés de communes, ce serait des petits méthaniseurs. Les méthaniseurs, ça a fait longtemps polémique parce qu'en fait, aujourd'hui, on met à hauteur, je vais pas dire des bêtises, mais je crois que c'est 10 à 30%, on s'est autorisé de mettre des denrées alimentaires. Donc c'est-à-dire que le maïs, finalement on ne le vend pas et puis bon allez hop on va le mettre dans le méthaniseur et pas être mis dans des méthaniseurs pour créer de l'énergie. Donc du coup le fait d'avoir ces petits méthaniseurs à côté des centres de collecte et de distribution permettra pour toutes les épluchures, mais aussi les lisiers des différents producteurs qui travaillent avec cette coopérative ou pas d'ailleurs, de les mettre dans les méthaniseurs, de créer de l'énergie pour arriver à ce que ces centres soient autonomes en énergie et pourquoi pas même produire de l'énergie pour les écoles, les hôpitaux, etc. Et d'ailleurs, ça se fait beaucoup en Inde et ça se développe pas du tout en France, mais le lisier, si je puis dire, humain peut très bien aussi être intégré dans les méthaniseurs. Et ensuite, donc ça crée de l'énergie et le digestat pourra tout simplement être donné aux agriculteurs pour qu'ils l'épandent sur leur terre. Encore une fois, c'est avoir une vision pour générer une économie circulaire. Et pour ça, si l'État s'y met pas, en fait, y aura peut-être des petites idées privées qui vont émerger, mais jamais suffisantes pour impulser un vrai cap pour la France entière.
Donc voilà le deuxième point qui était important pour moi de vous présenter, c'était les centres de distribution, de collecte qui luttent contre le gaspillage et qui pourraient et générer de l'énergie de manière locale. Donc là, je vous ai parlé dans un premier temps de tout ce qui est matière première, ensuite de tout ce qui concerne l'alimentation. Maintenant, je vais vous parler de l'eau. L'eau, c'est aussi une énergie, une ressource qui est extrêmement importante, une ressource qui peut devenir rare. Donc en fait, on a un déséquilibre hydrique qui est dû au réchauffement climatique, qui fait qu'on a des années parfois extrêmement pluvieuses, comme l'année 2021, ou très sèches, comme les années d'avant, 2018, 2019, 2020. Pour mes agriculteurs, c'est une catastrophe, c'est extrêmement difficile. Que ce soit très pluvieux ou très sec, dans les deux cas, c'est très difficile. Donc du coup, et même sur une année, on a des périodes où il pleut beaucoup trop et des étés qui vont être très secs. Donc encore une fois, on pense que c'est à l'État d'avoir une vraie stratégie pour la gestion de l'eau à l'échelle du pays. Et pour ça, ce serait de mettre en place des lacs d'accumulation. Donc des lacs d'accumulation, pareil, il y a une polémique dessus, de dire oui, mais l'eau qui tombe, elle doit aller sur les nappes phréatiques, elle ne doit pas être récupérée. Je suis d'accord, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se dire, les rivières, si jamais il y a un risque de crue ou d'inondation très fort, on crée des bras, ce qui permettront en fait, donc pendant ces grandes crues, d'ouvrir ses bras et de permettre à l'eau de s'échapper pour éviter au mieux les inondations ou les risques de crue en aval. Et donc en ouvrant ces bras qui seraient reliés à des lacs d'accumulation, on pourrait donc stocker l'eau, le surplus d'eau, donc sans toucher bien sûr à la pluie qui est normale et qui doit tomber effectivement naturellement sur les sols. Donc d'avoir ces réserves d'eau, ces lacs d'accumulation, surtout dans le sud de la France où on a de plus en plus des périodes de très grosses pluies et l'été des périodes de très grandes sécheresses. Et bien l'été, c'est de dire, là, on manque d'eau, on rouvre la porte du lac d'accumulation et on libère l'eau petit à petit pour éviter des sécheresses, des pertes alimentaires. En fait, on ne se rend pas compte, mais s'il y a une année qui est extrêmement sèche et très difficile ou très pluvieuse et très difficile, on peut avoir jusqu'à 90% de pertes agricoles. On ne se rend pas compte, mais quand on est dans le milieu, on se dit, ah oui, mais en fait, ça se joue à pas grand-chose. Donc c'est extrêmement important que l'État soit stratégique sur toutes les ressources, dont l'eau. Donc voilà, donc de créer ces lacs d'accumulation, ce serait un moyen stratégique, intelligent d'avoir une gestion durable de l'eau. Bien sûr, les lacs d'accumulation pourraient servir de base de loisirs, pisciculture, on pourrait développer bien sûr plein d'activités autour. Donc voilà pour la gestion de l'eau. Et enfin, le dernier point que je vais vous parler sur le binôme économie-transition écologique, c'est l'énergie. Donc aujourd'hui, l'énergie, on a deux grands courants, pro-nucléaire ou pro-énergie renouvelable. Nous, on pense qu'il faut développer les deux. En fait, il ne faut pas se dire ni l'un ni l'autre. C'est important d'avoir la source de les centrales nucléaires. Bien sûr, les centrales nucléaires actuelles, on a un problème, c'est qu'on ne sait pas dégrader les déchets, on ne sait pas quoi faire des déchets, donc on dépense des millions à Bure pour les enfouir. Donc ça, c'est bien sûr une aberration. Il vaut mieux dépenser des millions dans la recherche scientifique pour arriver à dégrader ces déchets-là plutôt que de les enfouir. Sur le long terme, c'est totalement catastrophique. Et donc nous, notre objectif, ça serait quand même, si on doit remettre des centrales nucléaires, de mettre des centrales nucléaires beaucoup plus performantes et moins polluantes. Celles de 4e génération qui sont en train d'être développées, justement, dégradent les déchets nucléaires actuels pour générer de l'énergie et les déchets seraient beaucoup moins nocifs, beaucoup moins radioactifs. Ou alors, il y a la fusion nucléaire qui est en ce moment en très très forte recherche aux États-Unis et en Chine. Ils arrivent à atteindre des températures extrêmement puissante, extrêmement forte de plus en plus longtemps. En fait, pour pouvoir générer cette fusion nucléaire, il faut une chaleur très forte et surtout la maintenir. En fait, c'est une chaleur tellement puissante qu'elle va créer un plasma. Et dans ce plasma, les atomes d'hydrogène qui sont omniprésents dans notre environnement, de les fusionner en atomes d'hydrogène, en atomes d'hélium. Les atomes d'hélium, c'est le principe du soleil. Les atomes d'hélium, en fait, tout simplement, ils ne polluent pas. Donc ça va pouvoir créer de l'énergie sans polluer, sans générer de déchets. Donc une fois que cette technologie-là va être au point, ça va changer complètement la donne sur la planète. Donc voilà, ça aussi, c'est le projet ITER, tout simplement en France, qui nécessite d'être stimulé. Et voilà, si on doit créer des centrales nucléaires, il faut qu'on s'axe plutôt sur ce type de centrale. Et donc pour la partie des énergies renouvelables, nous on est conscient, il faut développer les énergies renouvelables. Donc pour ça, il y a plusieurs stratégies encore qui sont proposées. Il y a la stratégie de grands parcs éoliens ou de grands parcs de panneaux solaires. Je ne pense pas que ce soit des bonnes solutions. Les éoliens, les parcs éoliens, en fait, il y a beaucoup de bétonisation. Et les palmes, souvent, peuvent perturber un peu l'environnement. Donc, je ne suis pas favorable à cette solution. Mais la solution qu'on a plutôt développée, ce sont les bâtiments intelligents générateurs d'énergie.
En fait, les bâtiments intelligents, c'est de se dire, déjà, il faut savoir que 22% de notre territoire est urbanisé. Donc, c'est les bâtiments, mais aussi les routes, etc. Donc, ça veut dire qu'on a déjà une très grosse partie de notre territoire qui est déjà occupée par des bâtiments. Donc, pourquoi aller empiéter sur la nature? Au contraire, laissons la nature tranquille un peu et utilisons ces bâtiments pour générer de l'énergie. Donc, comment faire? Déjà, la première chose, il faut isoler extrêmement bien les bâtiments. Aujourd'hui, on arrive à des rentabilités de 60 à 70% d'économie d'énergie sur des bâtiments très bien isolés. Bien sûr, il faut faire avancer la recherche, utiliser le plus possible des matériaux naturels comme le chanvre, utiliser pourquoi pas la paille. Il y a beaucoup de technologies qui peuvent être utilisées. Après, il suffit simplement de dire aux agriculteurs ce qu'il faut semer, eux ils le feront, il n'y a aucun problème. Donc c'est pas un empêchement, c'est pas quelque chose qui pourrait bloquer. Donc axer la recherche et arriver à isoler extrêmement bien nos bâtiments pour déjà réduire considérablement l'énergie qu'on pourrait utiliser en interne pour se chauffer ou autre. Ensuite, le deuxième point, c'est de développer le géothermie. En fait, le géothermie, il a de très bonnes, il fonctionne très bien. Ceux qui l'utilisent, ils considèrent qu'ils font des gains énergétiques, c'est très favorable. Le seul problème, c'est que ça coûte assez cher à mettre en place. Encore une fois, si c'est l'État qui donne cette impulsion, au lieu de payer donc des parcs éoliens, mettre cet argent dans l'investissement et les subventions des privés pour qu'ils développent le géothermique et qu'ils isolent correctement leur maison, rien qu'en étant comme ça, on va déjà avoir des gains d'énergie colossaux. Mais au-delà de ça, on va encore coupler d'autres technologies comme les panneaux solaires et aussi, ça se développe de plus en plus, des panneaux d'éoliennes qui sont comme des murs en fait, qui peuvent se mettre sur les façades des murs. Donc voilà, il y a beaucoup de technologies qui se développent et en couplant l'ensemble de ces technologies en fonction bien sûr des régions voilà, s'il y a des régions plus venteuses ou avec plus de soleil, adaptées. Et donc du coup, l'objectif c'est que vraiment nos bâtiments deviennent productrices d'énergie, que les bâtiments produisent de l'énergie, pas toute l'année, mais au moins une partie de l'année. Donc là, pendant les périodes surtout printemps, été, automne. Et donc du coup, à l'échelle, encore une fois, grâce à l'État et à sa vision et à son potentiel d'action, si chaque bâtiment produit énormément d'énergie l'été, en fait, il pourrait revendre cette énergie à EDF. EDF pourrait tout simplement le transformer en bouteille à hydrogène qui pourrait nous servir pour nos voitures. Et en période d'hiver, là où le bâtiment consomme un peu d'énergie, tout simplement EDF retransférerait l'énergie qui a été produite et accumulée les périodes d'été. Et l'objectif, c'est que chaque particulier ou même entreprise, peu importe, sur son bilan annuel, il est plus vendu d'électricité que ce qu'il a consommé. Et qu'à la fin, EDF vous fasse un chèque et dit, voilà, 200, 300, 1000 euros pour vous parce que vous avez produit tant d'énergie. Donc ça, c'est une vision qui nécessite absolument d'être mise en place à l'échelle du pays pour qu'elle soit vraiment rentable et qu'on puisse développer la recherche, les filières économiques, tout ce qui tourne autour de ce projet-là. Donc voilà, c'est vraiment couplé toutes les technologies les plus abouties sur un même bâtiment pour qu'il arrive à produire de l'énergie. Donc voilà, ce sera vraiment un gain écologique, un gain économique, on va pouvoir développer beaucoup de filières. Voilà, ça a beaucoup de potentiel. Donc voilà pour les 4 points que je voulais vous parler concernant l'économie et la transition écologique couplée. Donc j'espère que vous voyez maintenant l'importance de l'État qui s'implique vraiment dans certains projets, pas tout, mais certains projets pour qu'il y ait une vraie stratégie à l'échelle du pays. Je vais vous parler maintenant de 2 dernières petites mesures. C'est des mesures un peu plus sociales. C'est le revenu universel. Donc le revenu universel, quand j'ai commencé à en parler, les personnes ont compris qu'on allait retirer leur salaire et mettre seulement un revenu universel pour tout le monde qui serait le même. C'est pas le cas, c'est pas du tout le principe de ce revenu universel-là. Vous gardez tous vos revenus, simplement c'est un revenu complémentaire qui sera donné à tous de 18 ans jusqu'à la retraite. Ce sera 700 € par mois. Et pour le financer, tout simplement une cotisation sur tous les salaires et les revenus. Donc la cotisation, bien sûr, sera proportionnelle au salaire. Dans la manière dont on l'a calculé, dont on l'a établi, jusqu'à 2800 €, c'est le palier sur lequel le salaire de 2800 € net va cotiser autant que ce qu'il va recevoir. Donc il va cotiser 700 € et recevoir les 700 €. En dessous de 2800 € net, la balance sera positive. Donc il va recevoir plus que ce qu'il va cotiser. Au-delà de 2800 €, il va commencer à cotiser un peu plus que ce qu'il va recevoir. Ce qui va faire pour un salaire, donc déjà pour les étudiants, 700 € pour tout le monde, ce qui va leur permettre d'étudier un peu plus confortablement. Ensuite, pour un SMIC de 1200 €, il va passer à 1600 € net.
1400, il va passer à 1750 euros net, 1600, 1900 euros net. Ce qui va permettre de revaloriser tous les métiers des secteurs de l'enseignement, de la santé, de la sécurité, qui ont besoin aujourd'hui d'un vrai coup de pouce, parce qu'aujourd'hui, ou même de la restauration, tous ces métiers-là qui sont très difficiles et qui ont un niveau de rémunération qui est faible, et bien le moyen qu'on a trouvé pour que ça ne pèse pas aux entreprises ni à l'État, puisque c'est pas l'entreprise qui va payer plus cher l'employé, parce que dans certaines entreprises, tout simplement, c'est pas possible. Quand une petite PME, elle a 2 employés, si on lui dit, maman, tu vas augmenter de 400 euros tes employés, tout simplement, elle est obligée de licencier ou de fermer son entreprise. Donc pour les grosses, ça pourrait marcher, mais pas pour les petites. Donc pour pénaliser personne, c'est une cotisation sur les revenus et les salaires de tout le monde. C'est simplement, en fait, pour parler plus facilement, une répartition des ressources. Les gros salaires, tout simplement, vont redonner un peu aux petits salaires. C'est aussi un avantage pour eux. On pourrait dire, bah oui, mais dans ce cas-là, les riches ne vont pas forcément voter pour toi. Bah en fait, je pense que si. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si les petits revenus n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, bah, ça veut dire qu'ils ne pourront pas tout simplement acheter ce que les riches vont produire en termes de matériel ou de services. Donc en fait, c'est une économie où on a besoin en fait de revaloriser aussi les petits salaires pour arriver à faire tourner l'économie. Sinon, bah, forcément, les grosses entreprises, à un moment donné, elles vont se retrouver, bah, on ne peut plus vendre. Pourquoi? Bah, parce que les pauvres n'ont pas assez d'argent pour acheter nos produits. Et aussi, pour rester dans ce terme d'économie un peu circulaire, donc c'est très important que les personnes travaillent, mais aussi qu'elles aient du temps libre pour pour qu'on puisse développer les secteurs du tourisme et du loisir. Pour ça, on va mettre en place deux grosses réformes. La première, ça va être de réduire le temps de travail de 32 heures par semaine sur 4 jours. C'est possible, oui. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font, d'entreprises nordiques. Il y a aussi l'Espagne qui est en train de le tester. Donc il y a même des entreprises françaises, j'ai entendu un reportage il n'y a pas longtemps qu'ils le font. Ça fonctionne. Et en plus, en utilisant massivement les sciences et les technologies, on va pouvoir aussi épauler et développer les entreprises pour qu'elles arrivent à créer tout autant de richesses avec moins de temps de travail. Donc du coup, c'est possible de le faire. Ce qui va permettre, donc sur 32 heures en 4 jours, d'avoir des week-ends plus longs pour que les personnes puissent faire tourner l'économie en profitant du tourisme, du loisir et de la culture en France. Si les gens aujourd'hui, ils ont de moins en moins de temps pour consommer, bah en fait, l'économie, elle va pas être viable. À un moment donné, ça va bloquer. Donc on a besoin de travailler, mais on a besoin aussi de consommer. Consommer, c'est du tourisme, c'est du loisir, c'est de la culture. Et le deuxième point pour développer le tourisme, les secteurs du tourisme et du loisir, bah en fait, c'est donc comme je vous parlais du revenu universel, ça va être une cotisation. La cotisation va être aux alentours de 300 milliards par an. Et en fait, elle va permettre donc de financer les revenus universels pour tout le monde, les 700 euros. Mais il y aura un petit surplus qui pourra en fait permettre de rendre les transports en libre accès, de les mettre pas gratuits parce qu'il y aura une cotisation, mais en tout cas de ne pas payer en y allant. Ce sera une cotisation générale sur l'année pour tous. Donc tout ce qui est car, bus, TER. Pour les TGV, ce ne sera pas encore possible tout de suite parce que tout simplement, ça ne rentre pas dans le budget. Mais en tout cas, c'est déjà un bon point pour faciliter le tourisme et le loisir. On vient de terminer sa semaine de 4 jours, on est jeudi soir ou le vendredi, on prend un TER, on va à la mer, à la montagne, on profite de restaurants, d'hôtels, pourquoi pas de spectacles, et on rentre chez soi le dimanche soir. Ce qui permet de faciliter le tourisme et le loisir, de faciliter l'économie, l'émergence aussi de plein de projets artistiques et culturels qui aujourd'hui en plus ont beaucoup souffert par rapport à ça. Donc voilà les 2 derniers points que je voulais vous parler par rapport un peu au pouvoir d'achat et le fonctionnement du travail, le développement du tourisme et du loisir. Et je voulais juste terminer et conclure. Aujourd'hui, je vous ai un peu parlé des valeurs qu'il faut qu'on remette en place dans l'éducation, chez les jeunes, pendant les services civiques. Donc aujourd'hui, nos politiciens, je trouve, sont censés montrer l'exemple, sont censés, c'est quand même un peu le modèle de tous. Et ils parlent de plus en plus crûment, ils se respectent de moins en moins. Et je pense que c'est extrêmement important aussi que les personnes qui s'engagent en politique puissent incarner des valeurs de respect, des valeurs de bienveillance. Et c'est ce que je voulais aussi apporter par mon programme et ce soir. C'est important de le redire. Et sans respect, si on n'arrive pas au moins à se respecter tous, on ne va pas aller très loin. L'humanité, elle ne va pas aller très loin. Donc voilà, c'est important de le redire. Donc voilà pour cette petite présentation. Donc voilà, je vous ai présenté que quelques points, mais voilà, vous trouverez dans la plaquette et dans le programme si vous voulez approfondir beaucoup plus de points. Donc voilà pour cette présentation. Merci d'être venu.